Bienvenue dans ce JT, nous sommes le lundi 3 avril 2017, tout de suite les titres de cette édition. Après Port-Cergy, une nouvelle marina est attendue à Cormeilles-en-Parisis, un projet bien réel, un port de plaisance cette fois sur les berges de Seine. Du basket avec les Panthères qui ont frappé un grand coup samedi soir en s'imposant 78-75 face au stade de Vanves. Pontoise-Cergy reste leader du championnat de National 2. Une marina et un port de plaisance donc à Cormeilles-en-Parisis. C'est l'incroyable projet qui devrait voir le jour sur les berges de Seine d'ici à 2021. Le site industriel du cimentier Lafarge devrait se transformer donc en marina, pouvant accueillir une centaine de bateaux et aussi des logements à l'image de Port-Cergy. Davantage d'explications avec Christophe Rigaud. C'est aujourd'hui une friche industrielle détenue par le cimentier Lafarge sur les bords de Seine. Mais d'ici quelques années, ces 800 mètres de berge sur la commune de Cormeilles-en-Parisis pourraient se transformer en port de plaisance. Il faut encore un peu d'imagination pour visualiser le projet, une marina pour 100 à 150 bateaux, mais aussi des logements, des commerces et des restaurants. Une idée de port de plaisance comme à Cergy ou l'Isle-Adam, qui répond d'abord à une attente des plaisanciers de plus en plus nombreux sur la Seine. Il y a une forte attente sur la Seine d'avoir un nouveau port de plaisance. Alors, ce n'est pas non plus 400-500 anneaux, on est sur entre 100 et 150 anneaux sur le futur port. Alors, pour moi, je l'appelle Port Cormeilles, hein, on verra comment il s'appellera. Donc, il y a déjà une attente de clients. On a même déjà reçu des appels de gens qui voulaient savoir quand est-ce que ça sortait. Donc, vous voyez. Donc, je ne suis pas inquiet pour trouver des clients au niveau du port. Mais pour les habitants, le projet de port à Cormeilles, c'est avant tout un nouveau quartier qui verra le jour. C'est surtout la revalorisation aujourd'hui d'une friche industrielle. On répond à la demande très clairement de la construction de logements parce qu'il y en a besoin. Et surtout, on ne prend pas d'espace naturel puisque c'est une friche industrielle qu'on revalorise. Et ce sera surtout un quartier très sympa. On a pris un architecte, l'aménageur a pris un architecte très connu qui s'appelle Xavier Boll, qui a fait Port-Cergy ou Port-Grimaud. Voilà. Donc c'est un architecte bien connu qui a déjà commencé à travailler sur les plans et qui va nous amener, j'espère bien, un nouveau quartier sympa sur Cormeilles. Côté calendrier, il faudra tout d'abord modifier le plan local d'urbanisme. Les premiers coups de pioche pourraient être donnés d'ici 3 ans pour une arrivée des premiers habitants en 2021 ou 2022. Et côté budget, c'est un projet privé dans lequel la ville ne met pas d'argent. Une nouvelle école et une nouvelle crèche devraient également voir le jour. Économie maintenant avec le Val d'Oise qui conserve sa bonne notation. Comme tous les ans, le cabinet Fitch Ratings s'est penché sur la gestion du conseil départemental. À la clé, une note AA- maintenue. On écoute Gérard Simbi, c'est le vice-président du conseil départemental. Il est au micro d'Alexandre Porcu. Il est important de pouvoir conserver, d'avoir d'abord une bonne note et de pouvoir la conserver, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir aller sur le marché obligataire et de bénéficier des meilleurs taux possibles pour financer nos investissements. Et nous avons surtout bénéficié cette année du fait d'un retour à une perspective stable que nous avions perdue l'année dernière, qui était négative. Et nous revenons sur une perspective stable qui est importante. C'est le jugement par Fitch d'une bonne gouvernance, il l'exprime comme cela, et surtout d'une capacité pour le département à maintenir une capacité de désendettement qui est inférieure à 10 ans dans la durée. Politique avec Sébastien Meurant qui n'a pas l'intention de se retirer de la course aux législatives sur la 4e circonscription. Alors que les instances nationales des Républicains ont investi Claude Baudin sur cette circonscription du Val d'Oise, eh bien le maire de Saint-Leu-la-Forêt assure qu'il sera bien candidat. On l'écoute au micro d'Alexandre Porcu et Angélique Boilet. J'ai bien l'intention d'être candidat, d'offrir la possibilité aux électeurs de la 4e circonscription du Val d'Oise de voter pour un candidat qui a une expérience réelle, concrète, réussie sur ma commune. Je rappelle que j'ai été élu au premier tour en 2014 sur une triangulaire avec le Front National, avec une élue maire adjointe de Franconville, jeune également, dynamique, avec le soutien de la quasi-totalité des élus de Franconville. Et ça ne pose pas de problème qu'un candidat malheureux déjà lors de 2012 ne soit pas soutenu par sa propre équipe municipale et par le maire à qui il doit tout. Est-ce que ça ne pose pas de problème, cela ?
Sport maintenant avec les Panthères de Cergy-Pontoise qui ont frappé un grand coup samedi soir en s'imposant 78-75 face au stade de Vanves. L'affiche tant attendue a tenu toutes ses promesses. Portée par un public venu en nombre, les Valdoisiens ont lutté jusqu'à la dernière seconde pour enregistrer un succès décisif en vue de la qualification play-off. Leader de leur poule, les coéquipiers de Mobido Niakate conservent donc leur place de leader de leur poule de National 2. Ils peuvent donc préparer avec sérénité la venue de Maubeuge ce samedi et ce sera bien sûr au Maradas. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. Après Port-Cergy, une nouvelle marina est attendue à Cormeilles en Parisie. Un projet bien réel, un port de plaisance cette fois sur les bords de Seine. Merci d'avoir suivi ce JT. Vous avez rendez-vous tout de suite avec notre édition magazine. Du haut de ses 45 mètres, elle veille sur le centre historique de Pontoise. Édifiée vers 1145 pour sa partie la plus ancienne, la cathédrale Saint-Maclou va subir au fil des siècles de nombreuses transformations architecturales. Elle est aujourd'hui un mélange des styles roman, gothique et renaissance. À l'origine église paroissiale, elle est consacrée cathédrale en 1966. Saint-Maclou, derrière nous, n'a pas toujours été cathédrale. C'est une cathédrale assez récente, depuis 1966. Car avant, le Val d'Oise n'existait pas. Il y a une cathédrale par département. Et en 1966, le département de Seine-et-Oise est divisé en deux. Et c'est ainsi qu'avec la création du Val d'Oise, on va choisir une nouvelle cathédrale. Et c'est comme ça que Saint-Maclou est érigée cathédrale à cette époque. Avant de devenir cathédrale, Saint-Maclou s'embellit au fil du temps. Son portail, en style gothique flamboyant, date du XVe siècle. On y retrouve de nombreuses sculptures comme ce drôle de moine au ventre bien rempli. C'est vrai que la façade de Saint-Maclou est très décorée. On peut admirer ici ce petit moine qui tient une branche de vigne, elle-même habitée par un petit escargot. Alors ce petit moine nous rappelle qu'à Pontoise, il y avait une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Martin, où les moines cultivaient la vigne et vendaient leur vin lors de la fameuse foire Saint-Martin. Comme toujours aujourd'hui, on peut déguster encore le ginglet, qui est le vin local. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve les différents styles architecturaux. Pour faire entrer la lumière dans l'édifice, de nombreux vitraux réalisés par de grands maîtres verriers des XVIe, XIXe et XXe siècles. Ils racontent des épisodes bibliques ou historiques, comme ce vitrail réalisé en 1887. Ce vitrail raconte un fait historique qui est arrivé à Pontoise au XVIIe siècle. Il y a eu une grande peste et toute la ville a réalisé une procession partant de Saint-Maclou, que l'on voit tout en haut du vitrail, pour aller jusqu'à l'autre église de Pontoise qui est l'église Notre-Dame, pour aller prier la statue de la Vierge miraculeuse. Et cette procession dans ce vitrail du XIXe siècle montre un peu justement tous les habitants de Pontoise, toutes les corporations. On a des gens qui portent des maquettes de bateaux, puisque Pontoise avait un célèbre port sur le fleuve. On a la confrérie des bouchers, avec quelqu'un qui porte un petit agneau. Voilà, c'est vraiment toute la ville de Pontoise qui est représentée sur ce vitrail du XIXe siècle. Autre trésor de la cathédrale, la chapelle de la Passion. Elle abrite cette remarquable sculpture en pierre. Attribuée au sculpteur Nicolas Leprince vers 1550, elle représente la mise au tombeau du Christ. Cette mise au tombeau, qui date du milieu du XVIe siècle, est caractéristique du style dit maniériste. On peut voir notamment les drapés excessivement bien travaillés, les coiffures assez complexes et aussi l'expression des visages qui vraiment montre la douleur exprimée par les protagonistes. Classée monument historique en 1840, la cathédrale Saint-Maclou a une particularité. Consacrée cathédrale en 1966 à la création des nouveaux diocèses, elle n'appartient pas à l'État, mais à la ville de Pontoise qui en a la charge. Chaque année, près de 300 000 € sont consacrés à sa réhabilitation. La Seine est un long fleuve tranquille. On y croise des péniches, des canards et une drôle d'embarcation, la Catarina.
le petit nom du bac qui relie Véteuil à Lavacourt. 5 minutes de traversée, mais près de 40 minutes gagnées par rapport à la voiture. S'il n'y a pas le bac, effectivement, ça fait 27 km par le pont de Mantes ou 27 km par le pont de Bonnières. On met quoi, à peu près 5 minutes le temps de charger, de décharger. C'est pas long, hein. Gilles est le capitaine du navire. Cette grande traversée de 225 mètres, Gilles l'a fait depuis la mise en route du bac en 2009. Au départ, le bac ne tournait que les week-ends pour les touristes et les randonneurs. Aujourd'hui, il fonctionne aussi le vendredi matin, jour de marché. Il n'y a pas de commerce en face et puis du coup ça m'évite de prendre la voiture. Et en retour, voilà, c'est tout bénéfice, c'est du plaisir et puis de la facilité pour s'alimenter, s'approvisionner. Il y a des bons commerçants, puis il y a tout, il y a la poste, voilà, boulanger, il y a tout ce qu'il faut. J'ai mon frère qui m'a déposé là et j'ai mon mari qui vient me récupérer de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pris une journée de vacances, de congé. J'ai une garde rapprochée. Voilà, et voilà, c'est... Je joue l'utile et l'agréable en même temps. Lier l'utile à l'agréable, c'est aussi l'idée de ses grands-parents venus avec le petit Stanislas. C'est la première fois, il est déjà venu, mais il est resté sur le quai. Aujourd'hui, c'est la grande traversée. C'est la première fois, t'es content? Stanislas ne semble pas très réjoui, mais quelques dizaines de mètres suffiront à le rendre beaucoup plus enthousiaste. Stanislas semble ravi de rejoindre Véteuil. Il n'est pas le seul. Bien des années plus tôt, en 1879, Claude Monet s'y installe. Le célèbre impressionniste va y peindre plus de 150 toiles avant de partir pour Giverny. De nos jours, Véteuil et son église restent une attraction pour de nombreux touristes, comme Marianne et son groupe de passionnés de scrapbooking. On a réservé, on est une équipe de scrapbooking, des dames qui font du scrapbooking à Rosny-sur-Seine. Et donc on a décidé de venir passer la journée dans le coin de Véteuil en prenant le bac, pique-nique, photo. J'en refais une autre? Après la photo, le pique-nique. Mais attention à l'heure du retour, la dernière traversée est à 18h45. Quant au bac, il retournera à quai fin octobre. Chez les Duval, la terre, on connaît. Depuis 1750, on est agriculteur de père en fils. 200 hectares à gérer que Stéphane, la 6e génération, reprend en 1998. Quelques années plus tard, les cours du blé sont au plus bas et pour ne pas mettre la clé sous la porte, Stéphane tente une nouvelle aventure. Il fallait trouver quelque chose, une activité qui ne soit pas trop chère à mettre en œuvre, avec des graines de la ferme, si possible quand même c'était mieux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé à faire de l'huile de colza en première pression à froid. Et j'y tiens une huile de colza entièrement alimentaire, pas pour le carburant, qui était ce qui était à la mode à l'époque. On nous disait que toutes les voitures allaient rouler à l'huile de colza. Et donc nous on est parti sur un créneau complètement différent, qui est de faire de l'huile complètement alimentaire. En 2005, Stéphane se lance dans les huiles alimentaires. D'abord le colza, puis le tournesol, le sésame et maintenant la cameline. Toutes ces huiles sont fabriquées de manière artisanale sur cette machine. La machine derrière moi, c'est la presse avec laquelle on fait toutes nos huiles. Quand on parle d'huilerie, on parle d'industrie, les gens s'attendent toujours à des trucs extraordinaires, des appareils qui sont très très gros. Là, non, ça tient sur une table. On a devant ce que l'on appelle le tourteau. Le tourteau, c'est le déchet une fois qu'on a extrait l'huile de la graine. Et en termes de développement durable, c'est très intéressant car ce tourteau va servir à nourrir des vaches laitières. C'est une machine qui va travailler 24 heures sur 24 parce qu'avec, on fait 1 litre d'huile en 1 heure. Et donc, pour pouvoir faire un peu de volume, il nous faut du temps de travail. En misant sur la qualité de ces huiles, Stéphane Duval ne s'est pas trompé. Ses produits se vendent bien et l'exploitation est de nouveau rentable. Un travail récompensé par de nombreux prix. Il y a un concours qui n'est pas très connu par le grand public, qui est le concours de l'AVPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles. J'ai eu plusieurs médailles d'or sur mon huile de colza, sur l'huile de tournesol et sur 2 autres produits qui sont plus rares, qu'on voit un peu moins, c'est le sésame et le sésame grillé, où là aussi j'ai eu des médailles d'or. En tout, je dois avoir une dizaine de médailles. Stéphane vend ses huiles sur les foires, les cueillettes et les grandes surfaces. Il ouvre également le mercredi sa propre boutique sur l'exploitation,
Situé à Avernes dans le Vexin français, c'est l'occasion pour une belle balade dans l'un des plus beaux coins du Val d'Oise.